Bonjour à tous, donc on va continuer notre cours d'aspect juridique. Donc la dernière fois, nous avons commencé à voir la loi 0904, ce que vous voyez à l'écran. Donc cette loi était relative aux règles particulières pour la prévention et la lutte contre les infractions liées au TIC. Donc ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était l'objet de la loi. Et là, on avait dit que chaque loi en Algérie a un article qui s'appelle objet. On a vu la partie terminologie qui contenait les définitions de certains concepts qui sont utilisés dans cette loi. On a un peu parlé du champ d'application. Donc aujourd'hui, nous passerons au chapitre 2 de cette loi. Alors, le chapitre 2 qui est intitulé Surveillance des communications électroniques, les cas qui autorisent le recours à la surveillance électronique. Déjà, au titre de ce chapitre, vous comprenez que les communications électroniques en Algérie sont déjà surveillées dans certains cas de figure. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qu'on entend par communication électronique? Selon vous, c'est quoi les communications électroniques? Ça peut être quoi? Email, d'accord. Quoi d'autre? Message. Qu'est-ce que vous entendez par message? Alors, il y a quelqu'un qui a dit, mais Belkhoja, c'est quoi message pour vous? D'accord. Alors, là, vous êtes en train vraiment de rentrer dans le détail du détail. À votre place, j'aurais répondu autrement. Déjà, par communication électronique, on entend tout le trafic Internet. Parce que quelle que soit la communication, que ce soit avec une autre personne ou bien avec un site web, ça reste une communication. Donc déjà, le trafic Internet est surveillé. Quoi d'autre, à part le trafic Internet? Tout le trafic de téléphonie, que ce soit de la téléphonie IP, GSM, etc. Bon, la VoIP, on la considère comme un trafic Internet parce qu'elle passe par le protocole IP. D'accord. Toutes les conversations téléphoniques, tous les SMS. Voilà. Donc, par communication électronique, on entend le trafic Internet dans sa globalité, on entend les communications téléphoniques et les SMS. Maintenant, au-delà de ça, est-ce qu'il y a autre chose qui peut être inclus dans les communications électroniques? Il reste une chose que vous avez oubliée. Alors, vous savez que généralement, pour certaines entreprises, non, la télévision, non. Ils vont pas, vous ne communiquez pas avec la télévision. Alors, il faut savoir que certaines entreprises qui disposent de filiales, non plus. Alors, écoutez-moi, certaines entreprises disposent de filiales. Vu qu'elles disposent de filiales, elles ont ce qu'on appelle un réseau privé. Le réseau privé va lier, par exemple, la filiale qui se trouve à Alger avec la filiale, disons, qui se trouve à Tipaza. Certaines entreprises vous disent, non, on ne va pas passer par Internet, on va utiliser un réseau privé. Donc, ils vont louer un lien à Algérie Télécom. C'est ce qu'on appelle les réseaux privés étendus. Même ces réseaux privés étendus, donc des réseaux point à point, sont aussi surveillés parce qu'ils font partie des communications électroniques. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je suppose que c'est clair puisque vous me dites rien. Alors, on va commencer maintenant à explorer ce chapitre pour savoir dans quel cas il y a cette surveillance. Alors, on vous dit les opérations de surveillance prévues par l'article 3 ci-dessus sont effectuées dans les cas suivants. Alors, le premier cas, c'est quoi? D'abord, pour prévenir les infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs et les infractions contre la sûreté de l'État. Ça veut dire quoi? Bon, les WAN, généralement, c'est Internet. C'est ce qu'on considère comme un WAN. Maintenant, on peut avoir des WAN point to point, ce qu'on appelle point à point. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Bilkhoja. Donc, c'est les réseaux étendus à les entreprises qui ne passent pas par le réseau Internet, mais par des réseaux privés loués auprès de l'opérateur télécom. Alors, le premier point, le point A, c'est ce qu'on appelle la surveillance préventive.
Donc, ce n'est pas une surveillance curative. Ça veut dire quoi? Ils vont surveiller certaines personnes parce qu'ils les soupçonnent de pouvoir éventuellement faire des attentats terroristes, subversifs ou porter atteinte à l'État. Donc là, ça veut dire que la personne n'a encore rien fait, mais elle est surveillée parce qu'il soupçonne qu'elle pourra éventuellement faire quelque chose. Le deuxième cas, s'ils ont une information sur une atteinte probable à un système informatique représentant une menace pour l'ordre public, la défense nationale, les institutions de l'État ou l'économie nationale. Dans le deuxième cas, ça veut dire quoi? Voilà, qu'il y a eu des investigations qui leur ont dit cette personne, bien ce groupe, veulent s'attaquer à un système informatique qui est important pour les. Maintenant, les systèmes importants, c'est des systèmes qui peuvent nuire à l'ordre public. Nuire à l'ordre public, ça ne veut pas dire forcément un système par la police ou la gendarmerie. Je vous donne un exemple. Disons le système qui permet la distribution de l'eau à la CIA. Si ce système tombe en panne, toute l'Algérie n'aura pas d'eau, les gens vont être en colère, ils vont sortir dans les rues, donc ça va nuire à l'ordre public. La défense nationale, bon ben non. Les institutions de l'État, ça veut dire n'importe quelle institution publique. L'économie nationale, n'importe quel système informatique qui est important pour les aspects économiques. Par exemple, le système informatique à la douane. Alors, le troisième point, pour les besoins des enquêtes et des informations judiciaires. Lorsqu'il est difficile d'aboutir à des résultats intéressants, les recherches en cours sans recourir à la surveillance électronique. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont en train de faire une enquête sur quelqu'un, et là, ils ont besoin de faire cette surveillance. Le quatrième cas, dans le cas d'une exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale. Il faut savoir qu'il y a des protocoles de coopération entre les pays. Donc, supposons qu'un pays leur dit, voilà, je suis en train de faire une enquête sur telle et telle personne, je vous demande votre aide en surveillant telle personne. Ils peuvent accepter et mettre la personne sous surveillance électronique. Maintenant, ce qu'ils vous disent, les opérations de surveillance ci-dessus mentionnées ne peuvent être effectuées sans autorisation écrite de l'autorité judiciaire compétente. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel policier qui va venir, gendarme ou militaire, qui va décider de surveiller, mais il a besoin de l'autorisation de la justice. Alors, et là, les autorisations vont être différentes. On vous dit, lorsqu'il s'agit d'un cas prévu dans le paragraphe 1, ça veut dire lorsqu'il s'agit d'attentats terroristes ou atteinte à la sûreté de l'État, l'autorisation est délivrée aux officiers de la police judiciaire. Alors, il faut savoir une chose, quand on parle de police judiciaire, ça ne veut pas dire c'est la police. Hein. Le terme police judiciaire est un terme générique qui désigne les enquêteurs de la police, de la gendarmerie, des services de renseignement et de l'armée. Ils ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un officier qui a le droit, qui a prêté serment. Quand on vous dit officier de police judiciaire, ça veut dire que c'est un officier qui a étudié le droit et qui a fait son serment devant un tribunal. Il peut appartenir à n'importe quel organe de sécurité. Ça peut être la police, la gendarmerie, les services de renseignement ou l'armée. Alors, la police de ce pays, non, on parle de la police algérienne ici. Hein. Là, on parle de l'Algérie. Donc, on dit, lorsqu'il s'agit de... Oui. Si on prend un exemple, par exemple, la police algérienne a annoncé à la police d'un autre pays de faire une enquête ou la surveillance. Donc, qui va faire la surveillance? La police algérienne ou la police de l'autre pays? C'est la police de l'autre pays qui le fera et qui donnera les données aux Algériens. C'est la même chose en Algérie. Si un autre pays demande à surveiller quelqu'un, c'est les Algériens qui vont le faire et leur donner l'information. D'accord, merci. Dans certains cas, je dis bien dans certains cas, c'est une surveillance mutuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons que l'accord de coopération, disons, entre l'Algérie et un pays X, prévoit que la surveillance se fait par les deux parties. Dans ce cas-là, il y aura des officiers de l'autre pays qui viendront en Algérie et ils feront la surveillance avec les Algériens où les deux seront présents. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, que certains pays ont les moyens de faire la surveillance en Algérie sans même demander aux Algériens. Si je prends le cas des Américains, ils n'ont même pas besoin de demander aux Algériens. Alors, Interpol, c'est un autre cas. Interpol, c'est différent.
Là, on n'est pas encore, là, on ne parle pas du tout d'Interpol, on parle d'accords bilatéraux. Alors, revenons à ce que je disais. On a dit, lorsqu'il s'agit de terrorisme, l'autorisation sera délivrée aux officiers de police judiciaire qui relèvent de l'organe qui est visé à l'article 13. Là, l'article 13, vous allez voir qu'ils ont créé un organe spécialisé dans la surveillance. Il est délivré par le procureur de la Cour d'Alger. Donc, c'est le procureur d'Alger. Il faut savoir qu'au niveau de la Cour d'Alger, ils ont créé un pôle de cybercriminalité et il a une compétence territoriale. Ça veut dire qu'il est compétent pour tout le territoire algérien. Et il leur donne une autorisation de surveillance qui a une durée de 6 mois renouvelable. Ça veut dire que sous les 6 mois, des officiers vont faire un rapport qui indique comment est-ce qu'ils ont fait leur procédé technique, quel est l'objectif qu'ils ont visé, est-ce que ça a permis d'avoir quelque chose. Si c'est le cas, ils disent qu'il va leur renouveler 6 mois. Sous peine de sanctions prévues par le code pénal en matière d'atteinte à la vie privée, ce dispositif technique utilisé dans le paragraphe A doit être exclusivement orienté vers la collecte de renseignements et de données en rapport avec la prévention et la lutte contre les actes terroristes et les atteintes à la sûreté de l'État. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de collecter d'autres types d'informations. C'est vrai, il va écouter les autres informations à la belle police, mais il ne doit pas les garder. Maintenant, ils vont parler des procédures. Comment est-ce que les procédures vont se faire? L'article 5, les autorités judiciaires ainsi que les officiers de la police judiciaire agissant dans le cadre du code de procédure pénale et dans les cas prévus par l'article 4 ci-dessus, donc les 4 cas, le terrorisme, l'atteinte au système d'information, les enquêtes et l'entraide internationale, peuvent, aux fins de perquisitionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chez la personne et fouiller. Ils peuvent le faire soit en présentiel, soit à distance. Ils peuvent accéder à votre système informatique ou à une partie de celui-ci, ainsi qu'aux données informatiques qui y sont stockées, ou bien à un système de stockage d'informatique. Ça veut dire, dans le cadre de cette surveillance, ils peuvent soit à distance accéder à vos équipements et essayer de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur et prendre ce qui les intéresse, soit ils le font en présentiel, ça veut dire, j'ai un mandat de juge, j'ai la société, et ils vont commencer à fouiller vos systèmes informatiques. On vous dit, lorsque dans le cas prévu par le paragraphe A, donc quand il s'agit de terrorisme, l'autorité qui effectue la perquisition a des raisons de croire que les données recherchées sont stockées sur un autre système, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur le site. Imaginons qu'ils ont eu un mandat pour stocker, pour fouiller chez moi. Alors, normalement, oui, vous êtes obligé de leur donner vos mots de passe, mais vous pouvez refuser. Si vous refusez, ce sera aggravant pour vous et ils vont se débrouiller pour retrouver. Mais s'il vient fouiller, il leur faut une autorisation d'un juge. Donc, il doit vous présenter les documents y afférents. Et là, qu'est-ce qu'on dit? S'ils ont des raisons de croire que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique et que ces données sont accessibles à partir du système initial, imaginons qu'il vient fouiller chez moi et qu'il voit qu'il y a un lien vers des données qui sont stockées, disons, chez Belkhoja. Donc, ils peuvent étendre rapidement la perquisition au système en question. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'aller directement perquisitionner chez Belkhoja parce qu'ils ont trouvé un lien qui me relie à lui. Là, ils doivent uniquement informer l'autorité judiciaire en lui disant, voilà, on a trouvé un lien qui va vers Belkhoja, donc on va aller perquisitionner chez Belkhoja. Après, on vous dit, s'il est préalablement avéré que les données recherchées accessibles au moyen du premier système sont stockées dans un système informatique situé en dehors du territoire national, imaginons que c'est dans un cloud à l'étranger, leur obtention se fait avec le concours des autorités étrangères. Ça veut dire qu'ils doivent coopérer avec les autorités étrangères conformément aux accords internationaux qui sont signés avec ces pays et aux accords de réciprocité. Maintenant, on vous dit que ces autorités qui vont venir perquisitionner peuvent réquisitionner toute personne qui connaît le fonctionnement du système informatique. C'est-à-dire que s'ils savent que quelqu'un connaît comment fonctionne ce système, ils peuvent le réquisitionner. Ou bien quelqu'un qui connaît les mesures de protection pour qu'il les aide
et qu'ils leur fournissent les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont saisir les données informatiques? On vous dit, lorsque l'autorité qui va effectuer la perquisition découvre dans un système donné, dans un système informatique, que des données sont stockées. Oui, dans l'état d'urgence, les lois changent, effectivement. Dans l'état d'urgence, ils n'ont même pas besoin de l'avis de l'autorité judiciaire. Ils jouent directement. Bon, heureusement, on n'est plus en état d'urgence. Donc, là, on vous dit comment ils vont saisir ces données. Donc, lorsqu'il y a perquisition, s'ils découvrent des données stockées qui sont utiles à la recherche d'infractions ou bien des auteurs de ces infractions, et qu'ils ont besoin de saisir tout le système, ça veut dire qu'ils ont besoin de saisir tout le PC ou tout le serveur. Ou bien, s'ils ont besoin de copier sur des supports de stockage, donc tout dépend maintenant du besoin qu'ils vont exprimer. Alors, s'ils ont besoin de faire une copie, ils vont faire la copie et ils vont la mettre sous scellé. S'ils ont besoin de saisir l'équipement, ils vont saisir l'équipement, le mettre aussi sous scellé. On vous dit que cette autorité qui va effectuer la perquisition et la saisie doivent toujours veiller à l'intégrité des données et des systèmes informatiques. Ça veut dire qu'ils doivent appliquer généralement, ils appliquent des fonctions de hash sur les supports de stockage pour s'assurer que depuis le moment où il y a eu la perquisition jusqu'au moment où il y a eu le jugement, rien n'a changé sur le support. Normalement, ces méthodes et ces procédures de perquisition, vous les verrez l'année prochaine en M2 dans le module sécurité applicative. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Certes, ils ne doivent pas altérer le support, cependant, ils peuvent utiliser d'autres moyens techniques pour mettre en forme ou reconstituer la donnée en vue de la rendre exploitable. Par exemple, si la donnée est chiffrée, ils sont dans l'obligation de la déchiffrer pour pouvoir la lire. Ça, c'est un exemple. Alors, maintenant, il y a un autre moyen de faire la saisie par interdiction d'accès aux données, c'est-à-dire en faisant un blocage d'accès. On vous dit, si pour des raisons techniques, ceux qui vont effectuer la perquisition sont dans l'incapacité de procéder à la saisie comme dans l'article précédent, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas copier les données ou ils ne peuvent pas saisir l'équipement, ils sont dans l'obligation, ils n'ont pas le choix. Donc, ils vont utiliser des moyens techniques pour empêcher quiconque de pouvoir accéder au contenu de ce système et aux copies qui existent. Maintenant, l'article 8 est en train de parler des données qui sont saisies et du contenu incriminé. On vous dit, ceux qui vont faire la perquisition peuvent ordonner les mesures nécessaires pour rendre inaccessibles les données dont le contenu constitue une infraction, notamment en désignant une personne qualifiée pour utiliser les moyens techniques appropriés. C'est comme tous les sites web qu'ils bloquent en Algérie, ils considèrent que ce que font les sites web, c'est une activité par exemple subversive, ou bien c'est des appels au soulèvement de la population ou autre. Donc, comme ils ne peuvent pas saisir les sites web parce qu'ils sont à l'étranger, ils vont blacklister les sites web. Alors, maintenant, l'article 9 vous dit que les utilisations les données qui ont été saisies ne peuvent pas utiliser à toute fin. C'est pour ça qu'il vous dit, sous les peines de sanctions édictées par la législation en vigueur, les données obtenues en moyen de la saisie ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à part ceux de l'enquête et les informations judiciaires en cours. C'est-à-dire, ils peuvent les utiliser pour l'enquête actuelle, mais ne peuvent pas l'utiliser pour autre chose. Maintenant, pour leur faciliter le travail, pour pouvoir faire toutes les opérations de contrôle, de surveillance qu'ils sont en train de faire, les autorités judiciaires et les services de sécurité ne peuvent pas agir seuls. Ils ont besoin du concours et de l'assistance des fournisseurs de services, ça veut dire des opérateurs télécoms, des fournisseurs d'accès Internet, etc. C'est pour cela qu'ils leur ont donné des obligations qu'ils sont obligés de respecter. Alors, c'est pour ça que l'article 10 va parler des obligations des fournisseurs de services. Et là, on vous dit qu'ils disent quoi? Dans le cadre de l'application des dispositions de la présente loi, les fournisseurs de services sont tenus de prêter assistance aux autorités chargées des enquêtes pour la collecte,
l'enregistrement en temps réel des données relatives au contenu des communications et de mettre à leur disposition les données qui sont tenues de conserver dans l'article 11. Ça, on le verra par la suite. Ça veut dire, lorsqu'ils veulent vous enregistrer à temps réel, ils vont contacter l'opérateur et l'opérateur doit le faire. Il n'a pas le choix. Ensuite, on vous dit, sous peine des sanctions prévues en matière de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, le fournisseur de services est tenu de garder la confidentialité des opérations qu'il effectue sur réquisition. Il y a des enquêteurs, etc. Ça veut dire, lorsqu'on va voir l'opérateur, on leur dit, on va enregistrer telle personne, il n'est pas autorisé de divulguer l'information à quiconque, ni à la personne, ni à d'autres personnes pour dire, ah tiens, telle personne, elle est sous surveillance. S'il le fait, il risque des peines de prison, etc. Maintenant, l'article 11, que doit conserver le fournisseur de services? Et c'est là que vous allez comprendre. Alors là, on va voir un peu l'aspect juridique de la chose. Ensuite, on va déborder vers l'aspect technique. D'accord? Donc, un peu, on va essayer de mélanger un peu les deux modules. Comme ça, vous allez mieux comprendre l'étendue de la chose. Alors, on vous dit, selon la nature et le type de service fourni, le fournisseur s'engage à conserver quoi? D'abord, les données permettant d'identification de l'utilisateur du service. C'est pour cela, quand on vous vend, par exemple, une carte SIM pour les opérateurs mobiles, on exige une photocopie de votre pièce d'identité, on exige que vous renseigniez un formulaire, parce qu'eux, ils ont une base de données derrière qui est mise à jour chaque jour, sur laquelle il y a une carte SIM numéro X portant le numéro Y, appartient à monsieur Z, habitant à l'adresse telle, né tel jour, numéro de carte d'identité tel. Ça veut dire si n'importe quelle opération malveillante a été faite avec ce numéro, un numéro de téléphone X, ils peuvent savoir qui a acheté le numéro et il est juridiquement et pénalement responsable de ce qui s'est fait avec son numéro. C'est pour cela qu'on vous dit toujours, lorsque vous achetez une carte SIM, ne la jetez pas, parce que quelqu'un d'autre peut la récupérer et l'utiliser à des fins malveillantes, et c'est vous qui partirez en prison. Parce que tant que vous n'avez pas fait une déclaration de vol ou une déclaration de perte, vous êtes juridiquement responsable de toute utilisation de la carte SIM. Ne revendez jamais votre carte SIM et ne l'achetez pas pour quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. Par exemple, Bounou Nouala, je lui donne de l'argent pour lui acheter une carte SIM. Il va aller l'acheter en son nom, je vais l'utiliser. Quoi que je fasse avec, c'est Bounou Nouala qui ira en prison. Même s'il leur dit, attendez la preuve qu'elle est chez lui. Quelle preuve pourra-t-il fournir pour dire que ce n'est pas moi qui l'ai? Même ils vont la trouver chez moi. Moi, je peux leur dire facilement, je ne suis pas responsable parce que dans la loi, il est juridiquement responsable de sa carte, de sa puce. La même chose pour les fournisseurs d'accès Internet. Déjà, l'accès Internet ne se fait pas de manière aléatoire. Il est indexé par rapport soit à une ligne fixe, soit à une ligne mobile. S'il est indexé à une ligne fixe, c'est le propriétaire de la ligne fixe qui est responsable. Si c'est à une ligne mobile, c'est le propriétaire du téléphone mobile qui est responsable. Maintenant, dans le cas où c'est une ligne fixe, ça veut dire que vous avez un point d'accès, vous avez un réseau Wi-Fi. Si un voisin vous donnez votre mot de passe à un voisin et que c'est lui qui utilise votre réseau Wi-Fi à des fins malveillantes, c'est vous qui partez en prison. Parce que vous êtes responsable de cette ligne. Enfin, pas vous, votre père ou bien celui qui a contracté l'abonnement. À moins que vous prouviez que vous avez donné le mot de passe à quelqu'un d'autre et qu'il y ait une enquête et qu'on perquisitionne dans les PC du voisin, vos PC d'abord pour qu'on découvre que vous n'avez rien fait. Ensuite, on va perquisitionner chez le voisin, on va fouiller ses PC. Si on trouve une trace sur ses PC, il est coupable. Mais vous êtes accusé de complicité parce que c'est vous qui lui avez donné accès. Maintenant, si le voisin est assez intelligent pour supprimer toute trace, ben, le voisin est propre, il n'a rien fait. Vous êtes responsable de la ligne, vous payez pour ce qui s'est fait avec. Voilà l'intérêt du point A. Maintenant, le point B, les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés. Ce sera mieux de le faire dans des cybercafés, oui. Seulement dans les cybercafés, il y a toute une réglementation, on en discutera un autre jour. Alors, il faut savoir que
l'opérateur de téléphonie mobile, par exemple, il connaît la marque de votre téléphone, il connaît la série de votre téléphone et il a l'IMEI de votre téléphone, donc l'identifiant unique de votre téléphone. Donc, et il garde ces données. Si vous changez d'appareil, il sait que vous avez changé d'appareil. Il y a eu en Algérie des cas, je vous cite un exemple par exemple, quelqu'un qui avait commis un acte malveillant avec son téléphone, il est parti dire voilà, voilà le téléphone, c'est vrai, il avait fait une déclaration de vol. Par exemple, il a fait une déclaration de vol le 29 novembre. Donc aujourd'hui, la déclaration de vol du commissariat. Il a attendu jusqu'à 15 heures. 15 heures, il a fait son acte malveillant. Il a acheté notre téléphone, j'ai vu notre puce, il les a placés, il a bloqué l'autre puce. Ils ont fait l'enquête, le téléphone quand il était au commissariat, il était interrogé par les policiers. Voilà, ça pour les téléphones, j'ai fait une déclaration de vol. La déclaration de vol. Je l'ai déclaré le matin. La déclaration. Donc, il n'était pas chez moi. Il a été libéré sur parole avec le moment. Entre-temps, l'enquête technique a été entamée. L'opérateur, ils ont ramené les données. L'opérateur, quand ils ont ramené les données, effectivement, l'acte malveillant s'est déroulé à 17 heures avec tel appareil, etc. L'information qu'ils ont relevée de l'appareil, c'est quoi? C'était la position GPS. La position GPS à l'acte malveillant s'est passée au domicile de la personne. Donc, tu as fait la déclaration, l'acte malveillant s'est fait fidarak. Donc, fausse déclaration. À moins que ce soit ton frère, l'Issakra, ou de ta famille. Comme ils l'ont interrogé pendant 6 heures d'affilée, il a fini par craquer en leur disant oui, effectivement, un œil est de tout, etc. Ensuite, j'ai acheté un autre appareil. Donc, c'est cette information technique qu'ils ont relevée de l'appareil qui a permis de savoir que l'acte malveillant a été commis par la personne elle-même, dans son domicile, etc. Alors, la troisième information qui est gardée par l'opérateur, c'est les caractéristiques techniques, la date, le temps et la durée de chaque communication. Ça veut dire que l'opérateur va garder... Alors, il faut savoir que l'opérateur dispose d'une base de données qu'on appelle la base de données CDR. Alors, la base de données CDR, où je fais pour chaque appel que vous faites, il va garder le numéro de téléphone que vous avez appelé. Il va garder la durée de l'appel, la date et l'heure exacte à laquelle vous avez fait l'appel. Il va garder la position à partir de laquelle vous avez fait l'appel. La position, ça veut dire quoi la position? Ça veut dire quelles sont les antennes relais à partir desquelles vous avez émis votre appel. Il va garder l'identifiant de l'appareil avec lequel vous avez fait l'appel, l'identifiant de la puce, ainsi que d'autres paramètres techniques dans lesquels on ne va pas rentrer maintenant. Donc, toutes ces données seront gardées par l'opérateur. S'il s'agit d'un SMS, il va garder les données en plus du contenu du SMS. Pour les appels téléphoniques, si vous n'êtes pas sous surveillance, le contenu des appels n'est pas gardé pour une raison très simple, c'est que ça prend énormément d'espace. C'est un problème purement technique. Ça consomme énormément d'espace, donc il préfère ne pas les garder. Mais sinon, tout le reste est gardé. Les SMS, il les garde depuis le premier jour où vous avez activé votre puce. Oui. Vous allez comprendre tout à l'heure combien de temps ils vont les garder. On y arrive. Ensuite, ils vont garder les données relatives aux services complémentaires requis par le fournisseur. Bon, tout ce qui est données techniques, ça, c'est pas important. Ensuite, ils vont garder toutes les données qui permettent d'identifier le ou les destinataires des communications, ainsi que les adresses des sites web visités. Ça veut dire tout votre historique de navigation est gardé par l'opérateur. Dès que vous vous connectez à un site web, il va garder ça. Ainsi que toutes les données qui permettent de savoir avec qui vous avez communiqué. Donc le protocole utilisé, la nature du protocole, les données relatives à ce protocole, la quantité de données échangées avec le site, etc.
Maintenant, on vous dit pour les activités de téléphonie, l'opérateur conserve les données citées au paragraphe A du présent article et celles permettant d'identifier et de localiser l'origine de la communication. Donc, lorsqu'il s'agit d'un appel, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les données par rapport aux antennes, relais par lesquels vous êtes passé, c'est ce qui permettra d'identifier l'origine de votre appel. La durée de conservation des données citées au présent article est fixée à 1 année à compter de la date d'enregistrement. Ça veut dire que les données sont gardées sous une forme FIFO pour une durée d'1 année. Quitte la fin de l'année, ils ne vont pas tout supprimer, ils vont supprimer. Par exemple, dès l'enregistrement le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à écraser les données le 1er janvier 2020. Donc, à tout moment, un enquêteur peut venir demander votre activité durant l'année. C'est pour cela, si vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé des VPN, d'anonymat sur Internet, je vous ai dit, même avec un VPN, vous n'êtes pas forcément protégé. Pourquoi? Imaginons que vous êtes déjà sous surveillance. Lorsque vous allez contacter le serveur VPN, vous allez faire quoi? Vous allez faire ce qu'on appelle une session de négociation. Donc, la session de négociation, c'est là que vous allez échanger les clés pour la génération de clés. Donc, pendant cette négociation, si vous êtes déjà surveillé, ils ont gardé de nos données de négociation. Donc, ils vont avoir la même clé que vous. Ensuite, ils vous disent, sans préjudice des sanctions administratives découlant du non-respect des obligations prévues par le présent article, la responsabilité pénale des personnes physiques. Bon, là, ils donnent les sanctions applicables à tout opérateur qui ne respecte pas les conditions. Donc, c'est entre 6 mois à 5 ans de prison, 50 000 à 500 000 dinars d'amende, etc. Maintenant, comment appliquer cet article? Là, ils ont défini. Vous vous rappelez quand je vous ai dit le décret est là pour compléter la loi. Là, on vous dit les modalités d'application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article sont en tant que besoin précisées par voie réglementaire, donc par décret. Toutes les données sont supprimées après 1 an. Oui, théoriquement, les données, 1 année après, on commence à les supprimer. Mais réellement, on ne les supprime pas, mais on les écrase. Je vous ai dit, c'est une liste FIFO. First in, first out. Donc, on commence à écraser les données les plus anciennes avec des nouvelles données. Théoriquement, conformément à la loi, oui. Pratiquement, ça, c'est une autre paire de manches. Parce que, faites attention, la loi ne dit pas il est interdit de conserver plus d'1 année, mais elle dit clairement, il faut les conserver au moins 1 année. Maintenant, ce qui se passe dans la pratique chez les opérateurs, c'est que chaque opérateur a sa durée de conservation en fonction des équipements et des capacités qu'il a. C'est aussi simple que ça. Certains vont conserver 1 année, d'autres 2 ans, Kenina 5 ans. Donc, tout dépend des opérateurs. Alors, vous me dites, même s'il n'a rien fait dans l'année prochaine, regardez, cette conservation, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose. Que vous ayez fait ou que vous n'ayez pas fait, on conserve toujours au moins 1 année les durées de tout le monde. Donc, avec 40 millions d'Algériens, tu as 40 millions d'Algériens. Monsieur. Tu as 40 millions d'Algériens dont les données sont conservées pour une durée d'1 année, renouvelable. Oui, Bekhoja. Ce que je veux dire que c'est une personne qui a puce l'année dernière, c'est bon, après l'année prochaine, mais utiliser HKML. Est-ce que les données sont écrasées ou pas? Les données, ils prennent. D'accord. Sauf s'il y a eu un changement de propriétaire, ben, les données vont rester 1 année, elles vont être supprimées progressivement jusqu'à 1 an. La dernière donnée enregistrée sera complètement effacée. Pourquoi? Parce que le propriétaire de la puce a changé. Mais si c'est toujours la puce, elle est en votre nom, même le contrat 10 ans sans l'utiliser, ben, il faut savoir qu'au bout d'un certain temps de non-utilisation, la puce est désactivée. Sauf si vous vous arrangez pour faire une activité tous les 3 mois.
Donc, pour ne pas désactiver une puce, il faudra émettre un appel ou recevoir un appel une fois tous les 3 mois. Si vous faites ça, sachez que vos données vont rester pendant 8 ans. Parce qu'il y aura une activité tous les 3 mois. Donc, disons, la taille qui vous est allouée sera toujours là. Alors, maintenant, les obligations qu'on a vues sont applicables à tous les fournisseurs de services électroniques. Maintenant, les fournisseurs d'accès Internet ont des obligations plus importantes, d'autres obligations en plus de celles qu'on a vues. Alors, la première obligation, c'est quoi? Intervenir sans délai pour retirer les contenus dont ils autorisent l'accès en cas d'infraction aux lois, les stocker ou les rendre inaccessibles dès qu'ils ont pris connaissance directement ou indirectement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, un opérateur prend connaissance, par exemple, que Belkhoja, par exemple, un site qui est contre les lois algériennes, par exemple, je ne sais pas, un site disant qui est un site au vol. Donc là, il est dans l'obligation de retirer ce contenu, de bloquer l'accès et de stocker le contenu. Il ne va pas le supprimer, il va le stocker pour le remettre aux autorités judiciaires, parce qu'ils vont s'occuper de ce cas. Le deuxième cas, de mettre en place des dispositifs techniques permettant de limiter l'accessibilité aux distributeurs contenant des informations contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et en informer les abonnés. Ça veut dire tout simplement, on leur dit, je vais répondre tout à l'heure à votre question, Bagage. Alors, le point B, qu'est-ce qu'ils sont en train de leur dire? Mettez en place des équipements de filtrage. Parce qu'il y a un site qui est contraire aux mœurs, contraire à l'ordre public, etc., vous devez le bloquer. Alors, maintenant, les sites qui partagés sur le Deep ou bien le Dark Web, il n'y a pas un moyen qui permet de les filtrer. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut connaître leur adresse IP. Ça veut dire quoi? Ils vont bloquer les adresses IP. Ce n'est pas évident. Ça, techniquement, on ne peut pas le faire. On peut cibler un site sur le Dark Web et le bloquer. Mais le problème sur le Dark Web, c'est que le site, aujourd'hui, il a une adresse X, demain, il a une adresse Y, après-demain, il a une adresse Z. C'est toute la difficulté qui réside dans le Deep et le Dark Web. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement parlant, il est strictement, mais je dis bien strictement impossible à l'État algérien de surveiller 40 millions d'Algériens. Techniquement, ce n'est pas faisable. Pour le faire, il faut avoir des systèmes technologiques tellement évolués, du style, par exemple, du système échelon américain, qui permet de surveiller pratiquement une bonne partie de la population américaine, une bonne partie des dirigeants de la planète, donc c'est ce qu'on appelle les systèmes de surveillance globale. Mais des systèmes pareils, vous avez besoin d'antennes relais partout, vous avez besoin de data centers, vous avez besoin d'équipements très sophistiqués. Je vous donne un exemple. Le nœud, bon, les Américains, des fois, diffusent certaines informations par rapport à leur système, notamment par rapport au système échelon, pour pouvoir le vendre à des pays alliés. Alors, pour vous donner une idée, donc, l'un des data centers du système échelon qui se trouve en Virginie occidentale a alors, pour vous donner une idée uniquement de la superficie de ce data center, sachant que les data centers pareils, il en existe une cinquantaine à travers le monde possédés par les Américains. Alors, un data center a une superficie de 3 hectares. Alors, vous imaginez 3 hectares de data center pour faire quoi? Tout simplement pour traiter de manière automatique l'information enregistrée et faire de la surveillance à temps réel de milliers de personnes. En Algérie, nous ne possédons même pas un seul data center, il ne fait même pas peut-être 1000 mètres carrés. Ça, on ne le possède pas en Algérie. Alors, vous imaginez un data center de plusieurs hectares, sachant que les Américains en possèdent une cinquantaine, sans parler de toutes les antennes qu'ils ont déployées partout dans le monde. À titre d'exemple, il faut savoir que les Américains, dans chaque ambassade qu'ils possèdent, ils déploient au moins 2 antennes espions pour pouvoir surveiller partout dans le monde. C'est leur droit le plus absolu pour une raison très simple. Le territoire d'une ambassade est le territoire du pays. Le pays hôte ne peut pas ni accéder, ni se mêler de ce qui se passe dans une ambassade.
C'est pour ça que je vous dis, espionner toute la population n'est pas faisable. Si vous n'êtes pas dans le collimateur, donc si vous n'êtes pas une cible, on ne va pas vous espionner. Donc vos données certes sont enregistrées. Ce que vous mettez dans les... Comment dirais-je? Ce que vous allez mettre dans vos VPN ne sera pas forcément connu, sauf si vous êtes objet d'une surveillance. Et dans ce cas-là, vos VPN ne serviront à rien. Alors, est-ce qu'ils peuvent suivre les navigations dans le dark web de l'utilisateur? Oui, c'est faisable. Alors, il faut savoir qu'ils peuvent suivre les navigations dans le dark web d'un utilisateur si l'utilisateur était surveillé au préalable. Je dis bien. Parce que pourquoi? Imaginons que vous n'êtes pas surveillé. Donc, vous faites l'objet d'aucune surveillance. Vous allez négocier vos clés de chiffrement, vous allez chiffrer votre liaison. Une fois la liaison chiffrée, ça va être un flux inintelligible qui est stocké. Donc, ça va être un flux chiffré. S'ils vont venir plus tard vérifier ce que vous avez visité, ils vont avoir des URL de sites chiffrés, ils vont avoir des en-têtes chiffrées, donc ils ne pourront pas identifier les sites auxquels vous vous êtes connecté. Maintenant, si vous étiez surveillé au préalable, ça veut dire la session d'établissement de clés et tout est déjà surveillée. Et là, ils vont pouvoir déchiffrer toutes les informations que vous avez. Alors, maintenant, il faut savoir qu'il y a certaines technologies qui permettent, même si vous n'êtes pas surveillé avec les données stockées de flux, etc., de reconstruire votre VPN et de pouvoir, si vous voulez, déchiffrer l'information. Donc, même si vous avez mis un VPN, on peut savoir quels sont les sites que vous avez visités. C'est pour cela, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de fournisseurs d'accès VPN utilisent ce qu'on appelle une nouvelle notion qui est le double tunneling. Donc, un VPN dans un autre VPN. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que la première négociation qui a été faite, elle s'est faite en clair. Donc, avec toutes les données stockées, on peut reconstruire la clé. Donc, cependant, la deuxième négociation qui va se faire, dans le deuxième de VPN, elle ne va pas se faire en clair. Elle va se faire sous une forme chiffrée. Et c'est des données qui ne seront pas stockées. Donc, il sera impossible de remonter vers la clé du deuxième VPN. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure sécurité. C'est ce qu'on appelle le double tunneling. Alors, on arrête le côté technique, on revient vers le côté juridique. Alors, le côté juridique, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pour faire tout ça, ils ont créé un organe qu'ils ont appelé l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées au TIC. Donc, il est composé, d'abord, ses missions. Bon, il y a des missions, c'est simple, vous pouvez les lire seuls. Il va coopérer avec les autorités étrangères, donc il peut faire de la coopération. Il fait de l'entraide judiciaire, donc il coopère toujours avec d'autres pays. Donc ça dépend des pays, il va y avoir des accords multilatéraux et des accords bilatéraux. Grosso modo, c'est ça. Donc ça, le reste, je pense que vous pouvez le lire seul. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Parce que si vous n'avez pas de questions, on va passer vers un deuxième texte de loi, texte plutôt réglementaire, qui est un décret présidentiel portant sur la sécurité des systèmes d'information. Je le retrouve. Je vais voir quel numéro de page. Alors page 5. Voilà. Alors c'est un décret présidentiel portant sur la mise en place d'un dispositif national de la sécurité des systèmes d'information. Alors, il faut savoir que l'Algérie a toujours été très en retard en termes juridiques et réglementaires par rapport à la sécurité des systèmes d'information. Pourquoi? Parce que bon, c'est un texte qui a fait beaucoup de débats en Algérie, où tout le monde voulait être responsable de cette sécurité des systèmes d'information. Et finalement, comme à chaque fois, c'est les militaires qui ont pris le contrôle. Donc, c'est l'armée qui est responsable de la sécurité des systèmes d'information, ce qui est considéré partout dans le monde comme une erreur monumentale.
Parce que partout dans le monde, si vous regardez, que ce soit chez les Américains, les Allemands, même les Français qui sont toujours à la traîne, dans des différents pays arabes, même chez les Russes qui sont militarisés à 200%, ils créent des autorités. Une autorité de cyberdéfense, donc qui gère tout ce qui est cybersécurité dans le domaine de l'armement qui appartient à l'armée, et une autorité de sécurité des systèmes d'information qui est une autorité civile, qui gère la sécurité des systèmes d'information pour les systèmes gouvernementaux, économiques, etc. Seulement, ils mettent une passerelle très forte entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux vont collaborer. Même si je reprends l'exemple des Américains, la NSA s'occupe par exemple de la sécurité civile et vous avez le département de cyberdéfense qui est rattaché au Pentagone qui va gérer tout ce qui est sécurité, guerre électronique, sécurité, si vous voulez, civile, militaire, etc. Si vous prenez le cas des Allemands, c'est la même chose. Ils ont une agence nationale qui va gérer tout ce qui est sécurité des systèmes d'information et ils ont le BNetzA qui est le bureau militaire. Si vous prenez les Anglais, c'est exactement la même chose. Si vous prenez les Russes, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pratiquement la même chose partout dans le monde. Par contre, ce que les autres font, c'est que c'est vrai que c'est une agence civile, mais ils vont mettre des militaires aussi à l'intérieur qui sont là pour gérer les questions, disons, très sensibles. Bon, sauf les Algériens, je veux directement les lèvres. Bref. Par contre, le fait d'avoir une approche pareille, ça aura des inconvénients. Pourquoi? Ça veut dire que les agences civiles internationales ne vont pas collaborer avec vous. Pourquoi? Ils vont vous dire, vous travaillez avec les militaires sur les questions de cyberdéfense, sur les questions de cybersécurité. Ce n'est pas votre apanage. Vous êtes une agence militaire, on ne travaille pas avec vous. Donc, ça va limiter énormément la coopération internationale, que ce soit au niveau multilatéral ou bien au niveau bilatéral, entre autres. Alors, disposition générale, d'abord on vous dit le présent décret a pour mission, pour objet de mettre en place un dispositif national de la sécurité des systèmes d'information. Ensuite, on vous dit ce dispositif est l'instrument de l'État en matière de sécurité des systèmes d'information. Il constitue un cadre organisationnel pour élaborer une stratégie nationale pour la sécurité des systèmes d'information et la coordination de sa mise en œuvre. Donc pour le moment, c'est du blabla. Ensuite, on vous dit le dispositif national de sécurité des systèmes d'information est placé auprès du ministère de la Défense. Il est composé de deux parties. D'abord, un conseil national de la sécurité des systèmes d'information désigné conseil. Donc, ce conseil, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va élaborer, approuver et orienter la stratégie nationale en matière de cybersécurité. Donc, en quelque sorte, c'est le conseil des sages qui va décider de l'aspect stratégique des choses. Ensuite, ils ont créé aussi une agence de sécurité des systèmes d'information qui, elle, est chargée de la coordination et de la mise en œuvre de la stratégie. Donc, l'autre, il exécute. Maintenant, on vous dit, pour pouvoir faire ces missions, le conseil, en plus de l'agence, qu'est-ce qu'il aura? Il va utiliser les structures du ministère de la Défense qui vont l'assister. Donc, si vous voulez, le ministère de la Défense travaille pour le compte du conseil aussi. Alors, quelles sont les missions de ce conseil? Alors, d'abord, il va statuer sur les éléments de la stratégie nationale. Donc, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va mettre dans cette stratégie et il va définir cette stratégie. Il va examiner le plan d'action et les rapports d'activité de l'agence. Ça veut dire qu'elle va faire ses plans d'action chaque année, début d'année, voilà où je suis. Donc, c'est à lui de dire oui, je suis d'accord avec vous, non, je ne suis pas d'accord. Et chaque fin d'année, il va faire un rapport d'activité pour lui dire voilà ce que j'ai fait cette année. Il doit examiner et approuver les rapports relatifs à la mise en œuvre de la stratégie. Ça veut dire, une stratégie, lui, il doit la mettre en œuvre. Et donc, il doit leur rendre compte, voilà, le point, je l'ai réalisé, je ne l'ai pas réalisé, etc. Il doit approuver les accords de coopération et de reconnaissance mutuelle avec des organismes étrangers. Donc, s'il coopère avec des étrangers, l'agence n'a pas le droit de le faire sans passer par l'accord de ce conseil. Il doit approuver la politique de certification électronique de l'autorité nationale de certification électronique. Donc, c'est le conseil qui l'approuve. Il doit approuver la classification des systèmes d'information.
Ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, même dans les normes de sécurité, on vous dit que les systèmes d'information ne se valent pas. Chaque système d'information doit être classifié selon son niveau de criticité. Il y a des systèmes d'information où le niveau de sécurité, peu importe. Par exemple, un système d'information, tu as un magasin. Vous avez des systèmes d'information très critiques, par exemple les systèmes d'information qui gèrent une centrale nucléaire. Vous avez des systèmes d'information moins critiques, par exemple un système d'information qui va gérer les importations. Vous avez, donc, tout dépend de cette classification. Donc, il faut d'abord identifier une classification. Quels sont les niveaux de classification qu'on va adopter dans un pays? Niveau, par exemple, bas, moyen, élevé, etc. Ensuite, classifier les systèmes d'information, c'est de dire tel système d'information, il est dans telle classe, tel système d'information est dans telle classe, etc. Ensuite, proposer l'adaptation en tant que besoin du cadre organisationnel ou réglementaire de la sécurité des systèmes d'information. Ça veut dire qu'il y a actuellement un cadre organisationnel et réglementaire qui est modélisé par ce décret présidentiel et par l'organisation, disons, à travers un conseil national et une agence. Eux peuvent proposer de le changer. Voilà, on a besoin d'autre chose ou autre. Et en même temps, ce conseil va donner un avis sur tout projet de texte, de loi ou bien de décret qui va toucher à la sécurité des systèmes d'information. Alors, ce conseil, il est composé de quoi? D'abord, il est présidé par le ministre de la Défense nationale ou son représentant, qui est toujours un militaire. Il contient un représentant de la présidence, un représentant du Premier ministre, il est composé du ministre chargé des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, du ministre des Finances, du ministre de l'Énergie, du ministre des Télécommunications et du ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, déjà, vous comprenez à travers sa composition, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la sécurité. Oui, malheureusement. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la composante? Alors, dans le raisonnement qu'ils ont eu, c'était quoi? Alors, il est présidé par le ministre de la Défense ou son représentant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il appartient aux militaires. Donc, comment il le préside? Un représentant de la présidence, parce que la présidence, c'est l'autorité suprême du pays, un représentant du Premier ministre, parce que donc il doit être au courant. Un représentant du ministère, le ministre chargé des Affaires étrangères, parce que les affaires étrangères, parce que quand on fait des accords avec d'autres pays, les accords. Ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Finances et de l'Énergie, parce que ils ont les systèmes d'information les plus critiques. L'énergie, sont la traque, les finances, les banques, la justice, le casier judiciaire, etc. Et quand on veut modifier les lois, l'intérieur, c'est la base de données, tu as la carte d'identité, tu as le passeport, etc. Voilà comment ils ont raisonné. Parce que on va décider des choses, ils ne vont pas vouloir les appliquer, vous ne m'avez pas consulté, etc. Le raisonnement dit le ministre chargé des télécoms, parce que le ministre chargé des télécoms, c'est lui le spécialiste dans le domaine. Les télécoms, les bases de données, les opérateurs, tout passe par lui. Donc, ils m'écoutent maintenant. Le ministre de l'Enseignement supérieur, pourquoi? Parce que c'est lui qui vont sortir les ingénieurs, qui vont sortir les experts, etc. Il faut qu'ils soient au courant, qu'on sache où vidéo, etc. pour pouvoir nous adapter, pouvoir puiser, si vous voulez, cette main-d'œuvre du ministère de l'Enseignement supérieur. Maintenant, pourquoi mettre des ministres et ne pas mettre des personnes compétentes? Parce qu'il va falloir prendre la décision sur place. Le ministre dit qu'il a décidé. Donc, quand il va être un expert, l'expert dit je ne peux pas décider. C'est mon ministre s'il est d'accord ou non. Voilà un peu le raisonnement archaïque qui a été fait pour créer ce concept. Maintenant, qui fait la composante en quelque sorte, enfin, mais elle n'est pas experte dans le domaine, ils ont rajouté l'article en disant le Conseil peut faire appel à toute personne ou institution pouvant l'éclairer dans ses travaux.
Ça veut dire si ça qu'il y a des experts quelque part, tu nous donnes ton avis, on va rien décider. Le directeur général de l'agence, donc l'agence de sécurité, assiste au conseil à titre consultatif. Ça veut dire qu'il ne décide pas. On lui demande son avis, on va décider. Alors, ça, on y arrivera. Patientez, ils ont tout mis dans leur... Alors, comment il s'organise le conseil? Alors, pour l'accomplissement de ces missions, le conseil dispose d'un secrétariat technique placé sous l'autorité du président. Le secrétariat technique est dirigé par un secrétaire général nommé conformément à la réglementation du ministère de la Défense, donc c'est un militaire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Sous l'autorité du président, vous avez le secrétariat. Il élabore les projets de règlement intérieur, il coordonne avec l'agence, il va collecter et exploiter les documents nécessaires à la préparation des travaux du conseil, il va recueillir après auprès de l'agence de sécurité et de toutes les administrations, les institutions, les organismes, donc auprès de tout le monde, les informations ou de documents en rapport avec les missions dans le conseil. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des documents, c'est le secrétariat qui va aller les récupérer. Il assure les travaux de secrétariat, il conserve les documents et les archives, et il gère les moyens humains et matériels. Comment va fonctionner le secrétariat? C'est un arrêté du ministère de la Défense qui va expliquer comment il va fonctionner. Maintenant, le conseil, comment il fonctionne? D'abord, il va faire un règlement intérieur. Il va se réunir autant de fois que nécessaire sur convocation de son président. C'est-à-dire le président, quand il juge qu'il est utile qu'il y ait une réunion, il va réunir ce conseil. Alors, basé sur quoi? On y arrive. Le président des conseils, c'est lui qui va établir l'ordre du jour et qui va fixer la date de la réunion. Avec la réunion, il doit prévenir les membres au moins 5 jours avant la date de la réunion. En cas d'urgence, l'ordre du jour, il peut le leur donner sur place. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. Ça veut dire comment prendre une décision et voter. Voilà, on veut faire ça. Qui est pour, qui est contre? Vote à main levée. Alexis, il y a une égalité des voix, c'est la voix du président, c'est le président qui décide. Chaque fin de réunion, il y a un procès verbal. Le conseil va, dans chaque réunion, des décisions, des recommandations, des avis et des rapports. Quand on parle de crédit, c'est d'argent. Hein. C'est-à-dire l'argent nécessaire au fonctionnement du conseil est inscrit sur le budget du ministère de la Défense. Donc, le ministère de la Défense, il s'en fait aller. Voilà comment fonctionne le conseil. Maintenant, l'agence de sécurité, c'est quoi? Alors, c'est un établissement public à caractère administratif, il a une personnalité morale, il a son propre budget, il est situé à Alger, dans une caserne à Benaknon, directement. Alors, Belkhouja, les décisions basées sur le vote. D'accord. Donc, il y aura des gens, je vais prendre un exemple. Ils vont décider de faire, par exemple, une nouvelle classification dans les systèmes d'information. L'agence va leur proposer une classification. Elle va leur expliquer le principe. Ou bien, la classification, qui est d'accord? Qui est contre? Il a ils sont pour, ils sont majoritaires, ils vont l'adopter. Il a ceux qui sont contre sont majoritaires, ils vont l'adopter. C'est pour ça que généralement, le vote ne sert à rien parce que comme ils ne connaissent rien, ils te parlent avec la défense. Il a tout par contre, comment on appelle ça? Si le système les concerne, ben, automatiquement, avant de venir à la réunion, comme ils ont l'ordre du jour, ils vont consulter leurs experts, ils vont consulter les gens qui travaillent chez eux, et ils vont venir avec une contre-proposition ou là avec un avis. Ça s'arrête là. Alors, maintenant, on a de l'agence. Bon, je pense qu'on va arrêter là. La prochaine fois, on verra les missions de l'agence. Alors, si vous n'avez pas de questions, on arrête là pour... Oui, les experts qui travaillent chez eux, ça veut dire qu'ils travaillent dans leur ministère. Je prends un exemple. Si on parle, par exemple, du ministère de l'Intérieur, il faut savoir que le ministère de l'Intérieur dispose, par exemple, du centre biométrique.